Donc on a aujourd'hui un débat qui porte un intitulé très simple, c'est que on a, comme vous le savez, au mois de juin, produit un appel qui a produit des marches qui sont les marches du 12 juin pour les libertés, contre l'extrême droitisation en cours et aussi contre le racisme, et qui ont donné lieu à plusieurs marches dans le pays avec un appel d'environ 120 organisations associatives, sociales, citoyennes, politiques, présentant un éventail très large. Donc je suis ici avec plusieurs des signataires de cet appel et des acteurs de cet appel. Et la question aujourd'hui sur lesquelles on souhaitait débattre, entre nous, mais aussi avec vous, c'est quelle suite à tout ça. Bon, quelle suite à tout ça en intégrant évidemment un fait nouveau, qui est la question du pass sanitaire, que pour notre part, en tout cas au niveau de France Insoumise, nous considérons comme un sujet de plus dans l'attaque sur des libertés publiques, individuelles et de contrôle de la société, sans forcément en plus que on ait une démonstration de son efficacité en termes sanitaires. Bon. Alors vous savez qu'il y a des manifestations qui ont lieu actuellement, importantes, massives, et donc la question aussi qui s'est déjà posée c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'à chaque université d'été qui ont lieu actuellement, les débats ont lieu. Moi j'étais avec Aurélie et Thomas dans un débat il y a quelques jours à Nantes, à l'université du mouvement social, où on a eu à peu près le même type de débat, et c'est intéressant pour nous parce que du coup on a aussi des retours des uns et des autres selon leur participation ou pas et leur vision ou pas de ce mouvement par rapport au pass sanitaire, dont nous savons par ailleurs qu'effectivement il draine aussi dans des manifestations des choses qui ne sont pas seulement problématiques, mais qui sont à l'inverse de nos valeurs. Je pense à toute la question de l'extrême droite, l'antisémitisme qui se développe. Donc une problématique qui est posée. Donc voilà, on voulait débattre de tout ça avec vous aujourd'hui. Donc comment on continue, comment on fait, et en même temps, comment on fait par rapport à cette question de la stratégie du gouvernement en termes sanitaires. Bon, je vais introduire ce débat. J'ai commencé à le faire là, mais je vais y aller un petit peu plus précisément. Et puis mes invités interviendront. Donc il y a Mélanie Luce, qui est présidente de l'UNEF. Mélanie, merci. Alors j'ai voulu... il y a certains des invités qui étaient prévus qui ne sont pas là aujourd'hui, mais en gros l'idée c'était d'avoir des invités qui étaient signataires de l'appel, mais qui avaient été eux-mêmes, soit individuellement, soit dans leur organisation, j'allais dire aussi malheureusement un des victimes de cette extrême droitisation de la société, et notamment avec Mélanie, c'est ce qui s'est passé au moment des groupes, des réunions internes non mixtes à l'UNEF, où il y a eu une attaque en règle contre l'UNEF, allant jusqu'à certains qui à droite ont demandé la dissolution de l'UNEF. Je rappelle que des dissolutions de syndicats, juste comme ça dans l'histoire, c'est sous Vichy, c'est sous l'Allemagne nazie, sous le fascisme, sous Pinochet. Enfin, c'est quand même suffisamment rare pour qu'à un moment donné, on se demande dans quel monde nous évoluons aujourd'hui pour que des gens de droite, soi-disant de droite républicaine, demandent la dissolution d'un syndicat pour des groupes de discussion. Bon, il y a Thomas Porte. Thomas est responsable de l'Observatoire de l'extrême droite. Il est aussi un des porte-parole de Génération. Et Thomas a une particularité avec moi, c'est que nous avons été l'auteur d'un appel que nous avons ensuite, sur lequel nous avons ensuite interpellé à peu près toutes les forces, qui a donné naissance à cet appel au 12 juin. Donc Thomas est ici. Je précise que normalement il y avait Ali Rabet, qui est le maire de Trappes, qui est aussi de Génération, qui devait intervenir, mais qui, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a une invalidation de son élection, donc malheureusement il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais c'est la raison pour laquelle il n'était pas là. Il y a Taha Bouaf. Alors Taha, vous le connaissez, il est journaliste aux médias. Pourquoi vous applaudissez Taha et pas les autres? C'est quoi cette histoire? Voilà, c'est le nombre de followers qui parlent, je ne sais pas. Bon, enfin, Taha donc a une double casquette. C'est qu'on a parlé de l'appel du 12 juin tout à l'heure, qui est un appel important, mais évidemment auparavant, par rapport à différentes lois, sécurité globale, la loi sur le séparatisme, il y a eu évidemment une coalition, une force, un collectif qui s'appelait Stop Loi Sécurité Globale, dans lequel
qui réunissait des personnalités, des associations non politiques, syndicats, associations. Et Taha a été une des chevilles ouvrières de cet appel. C'est aussi la raison pour laquelle il est ici présent. Et puis Aurélie Trouvé, qui justement, présidente d'Attaque, était aussi une des chevilles ouvrières de Stop Loi Sécurité Globale et avec qui on s'est retrouvé tout de suite en phase dans cet appel du 12 juin. Il devait y avoir une camarade de la CGT, mais qui n'a pas pu être là finalement. Ce n'est pas pour des raisons politiques, mais Marie Buisson, qui n'a pas pu être là. Mais la CGT est évidemment, comme solidaire, partie intégrante du 12 juin. Donc, une fois cette longue introduction faite, mais c'est juste pour vous donner le cadre, je résume rapidement. Moi, pour ma part, je crois que nous sommes dans un moment au niveau international où le libéralisme, le capitalisme financiarisé dont on a parlé pour ceux qui étaient là précédemment, de la discussion sur la dette, la façon pour lui d'imposer à un moment donné une société toujours plus injuste, toujours plus inégale et un rapport de force toujours plus inégal, c'est le fait d'évoluer vers des régimes autoritaires. Voilà. C'est ça une des marques de fabrique du libéralisme qui fait que quelque part il produit lui-même son extrême droitisation et de rappeler par exemple que parmi les tenants au niveau international de ceux qui en sont des figures de proue, je pense à Orban, je pense à Bolsonaro, c'est pas des gens qui venaient de l'extrême droite organisée. C'est des gens qui venaient plutôt du néolibéralisme. Orban avait même été au Parti socialiste hongrois à l'époque et qui, de façon justement à imposer l'ordre néolibéral, emprunte des aspects toujours plus liberticides, autoritaires. Et moi, je pense que nous sommes exactement dans cette période avec Emmanuel Macron qui, en février 2020, a fait une déclaration devant une réunion interne de députés de La République En Marche et qui explique mot pour mot qu'il faut dorénavant s'occuper du pays réel par rapport au pays légal. Il cite Maurras, qui va réhabiliter par ailleurs plus tard. Et ça veut dire quoi dans ces mots ? Ça veut dire que, alors qu'il sort d'un conflit sur la question des retraites, eh bien, les débats qu'il compte installer dans le paysage politique, notamment pour mettre en musique, pour préparer de mettre en musique ce qu'il espère, c'est-à-dire un duel par rapport à l'extrême droite, ce sont des débats sur l'immigration, sur la religion, sur l'identité, sur la sécurité vue à travers la fédéralisation, etc. Autrement dit, le projet qu'on a cette année et qui était prévu bien avant la question de l'épidémie, c'est un projet qui est voulu, construit et qui développe ce qu'on a appelé pour notre part cette extrême droitisation du paysage politique à vitesse grand V qui voit, par exemple, sur le débat sur la loi séparatisme, des tenants de la droite avoir des discours qui étaient ceux du groupuscule d'extrême droite il y a encore très peu de temps, qui voit aussi des émissions de télé, de radio aujourd'hui, donner la parole à des gens comme Zemmour devant des centaines de milliers de personnes qui tiennent des discours là aussi qu'on tenait il y a une vingtaine d'années dans des arrière-salles obscures où se réunissaient des groupuscules néo-nazis. Donc cette extrême droitisation, elle est évidemment inquiétante et elle marque le débat politique, elle marque, espère le gouvernement, ce qui sera le débat politique pour les présidentielles, mais elle marque aussi les lois. Et de ce point de vue-là, que ça soit la loi sécurité globale, la loi sur le séparatisme, qui est une loi de discrimination vis-à-vis de nos concitoyens de religion ou de culture musulmane, que ce soit aussi, pour notre part, nous c'est notre analyse, la manière dont le gouvernement, faute d'avoir anticipé, organisé, planifié une alternative au confinement, faute d'avoir mis les moyens dans la dépense de la santé publique, etc., là encore, il appuie une fois de plus sur un bouton qui est toujours le même, plus ou moins de liberté, plus ou moins de contrôle, etc. Et c'est la question du pass sanitaire que, pour notre part, nous contestons. Donc voilà un peu dans quel cadre nous sommes. Je le dis rapidement, un cadre extrêmement inquiétant qui laisse à penser que ce duel que souhaiterait mettre en musique Emmanuel Macron, celui de l'extrême libéralisme vis-à-vis de l'extrême droite, malheureusement, à bien des égards, il parle déjà extrême droite. Il fait déjà extrême droite en termes de discours, de programme. Et j'allais dire que la meilleure conclusion, c'est Darmanin qui, dans un débat avec Marine Le Pen à la télévision, explique qu'il fait mieux qu'elle sur la question, par exemple, de l'islam et qui s'étonne qu'elle soit aussi molle. Bon, je dois dire que voilà dans quel contexte nous sommes. Par rapport à ça, il y a une nécessité de résistance, il y a une nécessité de rebondir, parce que le pari que nous faisons tous autour de la table, c'est que d'abord pour ça, il faut être capable de casser les frontières et capable, j'allais dire, nous on parle d'Union populaire à France Insoumise,
vous le savez, mais au moins d'unité populaire, d'un front populaire, de ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, mais qui s'exprime dans les mobilisations et qui soit capable de mobiliser syndicats, associations, collectifs, partis politiques. Bon, c'est ce qu'on a essayé de commencer à mettre en place. Et donc la question maintenant, c'est comment on continue à le développer dans les mois à venir et sur quel thème. Voilà. Je ne sais plus à qui je devais donner la parole en premier. J'avais noté, je vous avais fait noter une petite note. Vous ne vous rappelez pas? Bon. Eh bien, Aurélie en premier? Il me semble que c'était à Thomas. Mais comme Thomas est un homme, je vais un peu changer les choses. Je vais passer la parole à Mélanie Luce, donc présidente de l'UNEF. Aurélie, comment je me fais avoir là? C'était elle, c'est sûr. C'est Aurélie? Oui. Alors Mélanie veut pas, non, parce qu'on a prévu les choses ensemble. C'est Aurélie alors. Je précise autre chose aussi, je voulais le dire, c'est que dans les débats était prévu, vous savez qu'à France Insoumise, on tient vraiment à des tribunes les plus paritaires possibles. On s'est donné ça comme contrainte, c'est pas très simple. Et donc, je vous passe les détails, mais était prévu une intervention de la jeune garde antifasciste. On tient énormément à cette intervention. Alors, à lieu de la salle, il y a Raphaël qui est là, à qui on donnera un temps de parole un peu plus important, parce que ils ont fait partie aussi du 12 juin de manière importante dans les cortèges, et ça nous intéressait aussi d'avoir cette vision, je voulais le préciser. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, j'en suis au 3e débat de la journée, donc plus ça va, plus j'ai du mal à parler, j'ai pas eu le temps de manger. Mais j'ai changé de place quand même, parce que tout à l'heure j'étais là. Donc voilà, veuillez m'excuser si je suis un peu confuse. Moi, je vais reprendre d'abord sur le contexte qu'a exposé Eric, sur le fait qu'on ne peut pas comprendre l'étouffement des libertés publiques, la répression toujours plus importante dans les quartiers populaires comme contre les mouvements sociaux, la montée des racismes, sans le replacer dans un contexte plus général et un système de plus en plus, d'exploitation de plus en plus du travail, du vivant et de l'humain. Et plus donc les gouvernements poussent les contradictions du capitalisme, et plus il y a besoin de faire taire toutes les voix dissidentes. Ça, c'est la première des choses qui explique ces répressions, cette violence contre les manifestants notamment, mais qui existe depuis bien plus longtemps dans les quartiers populaires. Mais ce qui explique aussi le fait de diviser pour mieux régner, et donc de stigmatiser les populations, et donc de faire monter les racismes, en particulier contre une population qui est la population musulmane. Et je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt aussi, il faut bien nommer ce qui est à nommer, qui est une montée notamment de l'islamophobie. Et donc, particulièrement en temps de crise, quand on a un gouvernement qui opère une stratégie du choc qui est de faire avancer son agenda comme jamais. Alors non seulement il y a l'inaction écologique qui est criminelle, mais c'est des attaques inédites contre le droit du travail qu'on retrouve dans le pass sanitaire. C'est des cadeaux inédits aux multinationales et aux plus riches. Donc tout ça, pour faire passer tout ça, eh bien on a en même temps, on a cet étouffement toujours plus important des libertés. On va le voir, qui se retrouve à travers toute une série de lois. Mais aussi, et on l'a vécu notamment dans les manifestations contre la loi sécurité globale en particulier, une montée des violences policières. Quand il y a une multiplication à ce point-là des gardes à vue, je dirais Eric, toi qui fais le tour des commissariats sur les gardés à vue, je pense que tu es bien placé. N'en parlons pas, voilà. Non, c'est pas parce que je te laisserai développer. Bref. Ouais, c'est bon, ok. Donc quand on a cette multiplication des gardes à vue, quand on a cette multiplication, y compris, ça va jusqu'aux comparutions immédiates, etc., c'est bien pour faire peur aussi. Moi, pour l'avoir vécu, la garde à vue, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous assure que ça fait peur, et oui, ça dissuade de manifester. Et on a ce vrai problème aujourd'hui d'ailleurs, dans les manifestations dont on l'a eu contre la loi sécurité globale, plein de militants, et en particulier des femmes, qui viennent nous dire « moi, je n'ose plus manifester ». Voilà. Et donc oui, cette répression fonctionne par ailleurs. Et donc c'est aussi, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est aussi notre capacité à renouveler nos façons de manifester. C'est ce qu'on a essayé de faire d'ailleurs sur la manifestation du 12 juin, d'essayer d'avoir une manifestation festive avec des camions sonos, en essayant de ne pas avoir un gros cortège... un gros bloc de tête pour pas avoir de cortège de tête qui fait peur, etc. Enfin voilà, on a essayé de renouveler les façons de manifester, y compris pour redonner envie
de venir, et fort heureusement ça s'est bien passé, mais c'est vrai que cette répression policière excessive, extrêmement importante dans les manifestations, pose aujourd'hui un vrai problème pour nous en tant qu'organisation syndicale, associative ou politique. Donc qu'est-ce que ça donne cette année ? Ça donne une multiplication entre le nouveau schéma de maintien de l'ordre, la loi sécurité globale 1 et la loi sécurité globale 2 qui va arriver, qui remet d'ailleurs des dispositions qui avaient été retoquées par le Conseil. Donc ça donne une multiplication des lois qui viennent étouffer les libertés publiques. C'est aussi la loi dite sur les séparatismes, qui évidemment est une loi empreinte de racisme, mais qui est aussi une loi qui, on le dit peu, mais qui restreint énormément les libertés associatives, par exemple. Et puis c'est évidemment aussi le pass sanitaire, on en reparlera, avec finalement comme réponse à la crise sanitaire, une répression massive. Donc la réponse par la répression plutôt que par la prévention et les moyens aux hôpitaux, par exemple. Et alors tout ça, évidemment pas nouveau, parce qu'en fait, qu'on se souvienne bien, sous le gouvernement, sous Hollande, on avait le 49.3, la déchéance de nationalité, etc. Pourquoi je parle de ça ? Parce que par ailleurs, on a un enjeu énorme aujourd'hui. Et heureusement qu'on a le cadre de la manif du 12 juin qui se constitue, qui est pérenne, avec des organisations syndicales, associatives, politiques derrière. On a un enjeu énorme, c'est d'être solide et de repenser les questions de liberté, de laïcité, de qu'est-ce que c'est une police qui nous protège à gauche, et d'être solide sur nos positions quand, par exemple, à côté de ça, on a une manif de policiers sur des mots d'ordre sécuritaires et des mots d'ordre d'extrême droite avec des leaders dits de gauche qui viennent s'afficher avec l'extrême droite dans cette manifestation. Voilà, et je finirai pour dire que par ailleurs, fort heureusement, il y a des associations, des syndicats et des partis qui assument et qui restent fermes sur ces positions-là. Et moi, je voudrais finir quand même en disant que fort heureusement, à la France Insoumise, pour le coup, je trouve qu'il y a eu des positions courageuses et nécessaires sur ces questions de liberté et de lutte contre les racismes. Merci Aurélie. On s'est donné comme règle à peu près d'intervenir 5-6 minutes chacun en introduction, de façon à avoir un réel débat avec vous qui nous semblait intéressant. Donc c'est à Taha maintenant dans l'ordre. Bonjour à tous, merci Eric pour cette invitation. Je pense qu'évidemment là ces espaces ils sont super importants, histoire de prendre le temps de revenir un peu sur ces mobilisations qui ont marqué l'année qui vient de passer. C'est des mobilisations qui sont évidemment placées sous le signe des libertés. Les grandes mobilisations qui ont eu lieu cette année, c'est les mobilisations contre la loi sécurité globale, c'est les mobilisations contre le pass sanitaire, contre la politique sanitaire autoritaire du gouvernement, puisqu'il ne sait que fonctionner de cette façon-là, et antisociale. Et évidemment, donc, ces espaces-là, ils sont extrêmement importants. On est dans une période assez particulière parce que on est dans un moment où les idées de l'extrême droite, le racisme, la haine des pauvres sont diffus dans toute la société, et y compris jusqu'au plus haut de l'État, quand on se retrouve avec un ministre de l'Intérieur qui explique que Madame Le Pen est molle. Ça nous donne un peu l'ampleur des dégâts et du travail aussi qu'on a à faire. Évidemment, il y a les différentes lois qui sont passées cette année, comme la loi sécurité globale, qui est en réalité un vieux rêve, un vieux fantasme de l'extrême droite et de la droite dure, notamment cet article 24 qui est souvent passé l'interdiction de filmer, de diffuser des images de policiers, qui est pendant des années, tu me reprends si je me trompe, mais pendant des années, la droite dure, Éric Ciotti, etc., l'aile droite des LR et l'extrême droite ont tenté de le passer au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, c'est le gouvernement qui prétendait faire barrage à ces gens-là, qui le passe. Évidemment, en plus, c'est une loi qui est rapportée par un ancien chef du RAID. Donc c'est la police qui écrit des lois pour la police. On est dans une situation qui est extrêmement dangereuse, parce qu'on a d'un côté une extrême droite qui est tellement à l'aise, qui est à deux doigts de faire des primaires à l'extrême droite, tellement il y a de candidats qui pourraient y prétendre. J'ai lu un papier dans Le Monde ou Libé il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, où on explique que Zemmour est reçu par des grands patrons pour parler de sa campagne. Le mec est tous les jours à la télévision, il a micro ouvert, là où ces idées-là, parfois on pouvait se dire qu'il y a quelques années, c'était un peu sur Internet, c'était un peu caché, c'était un peu honteux. Aujourd'hui, voilà, les puissances de l'argent, médiatique et politique,
s'y font très bien finalement à cette présence de l'extrême droite. Et on sait que l'extrême droite, ça ne dérange pas tant que ça les puissances de l'argent et le système capitaliste. Alors évidemment, on est dans une période où on est dans une bataille idéologique et ça va être important de parler de nos définitions et de nos approches. Parce qu'effectivement, dans les stratégies de résistance qu'on va pouvoir adopter, les stratégies d'offensive, eh ben, elles vont dépendre de nos approches des concepts et notamment, en parlant de l'extrême droite, de nos approches du racisme. Je prends pour exemple la plus répandue et celle qui finalement fait le plus de mal au combat antiraciste, c'est l'approche finalement morale du racisme. Celle qui considère, qui voulait dénaturer le racisme, lui enlève toute fonction sociale, économique ou politique et le considère comme une sorte de mal inné à l'humanité qui n'a pas de commencement et qui donc in fine n'a pas de fin. Et donc qui nous retire toute possibilité de résistance face à cette domination. Et en réalité, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on plaide pour une approche matérialiste du racisme. C'est-à-dire que le racisme, il a commencé quelque part, c'est des centaines d'années de discours politiques, de propagande médiatique, culturelle, qui ont été mises en place pour justifier la colonisation, l'esclavage, des interventions impérialistes et qui aujourd'hui encore continuent et perdurent pour justifier la relégation sociale de certaines populations, pour justifier des politiques qu'on pourrait qualifier de post-coloniales. Les Black Panthers ne se faisaient pas chier, ils appelaient ça directement les colonies intérieures. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir parler définition, parce que sinon on est désarmé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un combat de définition qui se joue. Et en face, on est dans une volonté de redéfinir la question du racisme et de l'antiracisme. Et on nous explique aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, dans les tribunes, dans certains journaux que je ne citerai pas, que finalement les antiracistes seraient les vrais racistes, que les antifascistes seraient les vrais fascistes. Vous voyez, c'est le retournement. On nous sort des concepts fumeux de racisme anti-blanc, etc. Et en fait, d'islamo-gauchisme, et vous voyez, dès lors que des organisations politiques, des universitaires, des militants et des militantes vont parler des discriminations qui sont faites aux musulmans et qui sont réelles dans notre pays, on l'a vu, il y a quand même eu un attentat dans une mosquée, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien on les traite d'islamo-gauchisme, de compromission avec l'islamisme politique, et puis après on mélange l'islamisme politique, l'islamisme, l'islam radical, l'islam politique, le salafisme, le terror. Enfin, bon, vous voyez qu'il y a une guerre de définition, et il va falloir clairement qu'on puisse, nous déjà dans notre camp, être clair là-dessus. Et notre camp, c'est ce devrait être celui de l'antiracisme politique, pas l'antiracisme moral, pas l'antiracisme qui considère que finalement le racisme c'est la peur de l'autre. Non, c'est profondément politique et social. Le racisme sert des intérêts sociaux particuliers et ce sont les intérêts de la classe dominante. Et dans notre camp social, on doit pouvoir se revendiquer de l'antiracisme politique. Et il n'y a pas d'antiracisme sans anticapitalisme, et sans anti-impérialisme, et sans féminisme. Donc voilà, après, on fera les conclusions et les questions. On répondra aux questions. Mélanie, à toi. Merci. Bon, c'est pas que je voulais pas parler en premier, hein, mais je l'ai fait tout à l'heure, donc je me suis dit je vais laisser. C'est ça, je suis trop scolaire. Bon, bonjour à tout le monde. Je vais essayer de revenir un peu sur les différentes mobilisations également de mon côté. Donc, les deux mobilisations là, la mobilisation contre la loi sécurité globale et la marche du 12 juin pour nos libertés et contre l'extrême droite, ce qui marque ces mobilisations, c'est que c'est des mobilisations qui à chaque fois ont été des mobilisations d'ampleur, dans un contexte sanitaire, et où il y a eu énormément aussi de jeunes. Et ça, c'est aussi un élément sur lequel moi, en tant que présidente de l'UNEF, je souhaitais revenir, parce que on a participé aux mobilisations sur la loi sécurité globale. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce qui a été un peu décrit juste avant, le mépris de nos libertés, l'extrême droitisation de la société, le racisme, et le racisme systémique qui se reproduit. Systémique signifie simplement que on a un racisme qui est
maintenant ancré dans la société, enfin depuis longtemps même, qui est ancré dans la société comme le sexisme est ancré dans notre société et reproduit par les individus sans forcément le souhaiter, ça c'est quelque chose qui mobilise énormément notre génération. Et c'est important parce que dans tous les discours qu'on entend, depuis tout à l'heure on parle des différentes prises de position, que ce soit le gouvernement ou même les éditorialistes, etc. Dans tout ce discours-là, on oublie un peu ce que pense la génération d'aujourd'hui, celle qui arrive. Parce que la génération qui vient, ce qu'elle attend, c'est l'égalité. C'est la liberté, mais la liberté pour tous, pour toutes et tous, pas seulement pour ceux qui n'ont pas peur quand ils voient un policier. Et ça, c'est ce qui fait que on a énormément de jeunes qui se sont mobilisés contre la loi sécurité globale parce qu'en fait, on a tous bien conscience qu'un des seuls outils de défense qu'on a face à la police, malheureusement, c'est de pouvoir filmer les exactions qui sont commises quand il y en a. Et pareil sur la question de la marche du 12 juin, et je vais revenir un peu là-dessus. Quand on a ensemble signé cet appel, nous, on l'avait dit déjà à ce moment-là, on n'était pas certain qu'il y aurait énormément de monde dans la rue. Parce qu'on se disait, oui, il y a une indignation particulièrement forte. Je rappelle que la marche du 12, elle est décidée après une accumulation de prises de position, mais scandaleuses. Donc il y a la question de Gérald Darmanin, on est largement revenu dessus. Ça fait quand même un moment qu'on nous parle de quotas de reconduite aux frontières. Ça aussi, c'est quelque chose de scandaleux. Je rappelle quand même que la loi, c'est pas un chiffre de personnes reconduites aux frontières. La loi, c'est le droit d'asile, c'est en fait l'accueil aussi des personnes, et c'est pas simplement on expulse tous les gens dont on ne veut pas dans le pays. Enfin, c'est quand même ça. Ensuite, on avait quand même aussi d'agressions de femmes voilées qui avaient eu lieu juste avant. Et effectivement, tout ce qui a concerné l'UNEF, il y avait eu en fait tout simplement un élément, à chaque fois on parlait justement d'éléments déclencheurs de mobilisation à ce moment-là, et en fait on avait des éléments qui auraient pu déclencher des mobilisations toutes les semaines. Mais on s'inquiétait d'une mobilisation pour nos libertés contre l'extrême droite parce qu'on se disait c'est quelque chose de très large. En plus, c'était une période d'examen, et donc nous en tout cas, chez les étudiants, on s'inquiétait un peu de la présence des étudiants. Ce qu'on a vu, c'est que c'est une mobilisation qui a engrainé énormément, qui a ramené derrière elle quand même énormément de personnes. Alors bien sûr, on n'atteignait pas les chiffres de la loi sécurité globale, mais on a eu énormément de manifestations dans les différents territoires. À Paris, c'est 70 000 personnes qui sont descendues dans la rue, et ça c'était important pour analyser justement la suite, parce que notre génération, elle avancera pas si la société elle ne répond pas à ces aspirations-là. Si la société elle ne répond pas aux aspirations d'égalité, si la société elle continue de caricaturer les syndicats qui, comme nous, essayent simplement de faire de la place à chacun dans son organisation. Parce que c'est simplement ça qu'on fait. Les groupes de parole dont on parle, ou réunions non mixtes, c'est ça en fait. La seule chose qu'on a fait, c'est ça, c'est essayer de libérer la parole des personnes qui sont discriminées et de permettre à chacun de s'impliquer dans leur syndicat. Et ce qu'on voit en fait, c'est que, moi juste, j'ai pas eu un seul étudiant qui est venu me voir sur un campus me dire c'est scandaleux, ce genre de choses, etc. Au contraire, on a beaucoup d'étudiants qui ont salué nos initiatives. Et quand on voit qu'on a un débat public qui se délite autant, ça éloigne de plus en plus les jeunes des médias mainstream, mais aussi du politique aussi, de l'institution politique. Quand on voit l'abstention, par exemple, on parle de l'abstention des jeunes, mais sans s'intéresser aux causes, ça c'est un des éléments. Donc voilà, pour revenir quand même un peu, vu que l'objectif c'était un peu de témoigner, je vais juste revenir là-dessus. Je pense que ce qui s'est passé, en tout cas ce qui a touché l'UNEF, c'est symptomatique d'une chose, déjà une progression de l'extrême droite. Je voulais revenir quand même sur ce qui se passe dans les universités avant de détailler un peu la polémique qui nous a touchés, mais dans les universités, on a une progression aussi de l'extrême droite. On a des listes étudiantes qui commencent à se déposer dans de plus en plus d'universités, des universités parfois ancrées dans le mouvement étudiant, des universités qui ont fait les mobilisations qu'on connaît toutes, celle de Vaquet, le CPE, etc. Et on a des organisations d'extrême droite qui viennent déposer des listes, qui sont reconnues, qui ont des locaux, qui ont des élus, et qui arrivent à de plus en plus parler aux étudiants et donc aux jeunes. Ça, c'est aussi quelque chose de particulièrement inquiétant, et ça arrive sur quoi ? Forcément, des moments où on a... une extrême droite qui est bien restée violente. Il y a eu de nombreux affrontements, il y a eu des affrontements sur les universités, de l'extrême droite qui est venue tout simplement taper des militants. Et donc, on voit bien que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, la dédiabolisation, c'est pas l'arrêt des violences. Et en ce qui nous concerne, nous, le deuxième élément, je pense que ça montre vraiment aussi les stratégies des libéraux et des réactionnaires. Parce que la polémique qui a touché l'UNEF, c'était une accusation en racisme anti-blanc. On serait raciste envers les personnes blanches.
change parce qu'on décide simplement 2 fois par an de permettre aux personnes racisées de s'exprimer et d'exprimer simplement les discriminations qu'elles vivent. Nous, on a pris un peu de temps pour analyser un peu cette polémique et revoir comment on en était arrivé là. Et on en est arrivé là comment ? Avec CNews, qui a fait passer sur toute sa chaîne en continu l'interview que j'ai donnée sur Europe 1. On en est arrivé là avec des parlementaires de droite, des républicains qui sont allés dans des radios publiques et qui ont eux-mêmes sorti le sujet pour expliquer que il fallait m'attaquer pour incitation à la haine raciale au vu de ce que j'avais déclaré. Et en fait, cette polémique, elle a été montée en épingle par 2 camps, l'extrême droite, un camp en fait, puisqu'ils sont quand même tous ensemble là sur cette polémique-là, l'extrême droite, mais aussi tous leurs alliés. Et donc malheureusement, il y avait les républicains, il y avait certains médias, etc., etc. Et c'est important d'analyser ça parce que c'est de cette manière-là qu'on ridiculise tous les militants. Parce que nous, on n'a pas du tout été les seuls. Il y a eu énormément de polémiques sur des militants antiracistes, des militants engagés ces derniers temps. Donc je pense que ça, c'est un des éléments qui est important à analyser. Et on est là aussi pour parler des suites. Pour nous, ces mobilisations, elles doivent continuer. On doit continuer d'agir ensemble pour nos libertés contre l'extrême droite parce que sinon, on va se laisser dépasser. Cette bataille idéologique, elle se gagne par forcément le débat, la conviction, mais elle se gagne aussi dans la rue. Et les mobilisations du 12, elles ont montré ça. Les mobilisations contre la loi sécurité globale aussi. Et si on remonte même avant, celles contre les violences policières organisées, notamment en soutien à Adama Traoré, ont aussi montré ça. C'est qu'on a vraiment avancé dans la bataille culturelle sur tous ces sujets. Et donc si on veut faire reculer l'extrême droite, il faudra qu'on continue d'agir ensemble sur ces sujets. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci évidemment à Eric et à la France Insoumise pour l'invitation. Je crois que Taha l'a dit, c'est important d'avoir des moments d'espace et de débat sur lesquels on échange sur ces sujets-là, puisque dans l'actualité en général, on est souvent pris sur l'instantanéité du moment et sur l'organisation immédiate de la riposte et on ne se pose pas les questions de fond et comment on construit la riposte collective. Mélanie a dit une chose, c'est que quand on a lancé l'appel du 12, qui a été initié par un appel d'un libé de personnalité, c'est qu'on était dans un contexte extrêmement problématique de passage à l'acte violent de l'extrême droite, d'action on a arrêté à l'époque, je me rappelle très bien, un jeune néo-nazi qui projetait un attentat contre la mosquée du Mans. Le même week-end, on avait incendié une mosquée à Nantes et à Rennes. Donc on avait une montée très forte des actes islamophobes. Et je me rappelle très bien de ce moment, sur un moment je rédige un tweet pour m'indigner, et au même moment, Eric rédige quasiment le même. Et si on a lancé cet appel-là, c'est aussi qu'à la fois il y avait le contexte problématique, mais on a senti une envie des gens de relever la tête, et que c'était le moment de ne plus prendre des coups, et d'organiser une riposte collective à ce qu'on subissait depuis des mois et des semaines où l'extrême droite dicte son agenda politique, impose ses idées dans les médias et nous amène sur des sujets qui sont absolument scandaleux, qui n'auraient même pas leur place dans les médias. Et aujourd'hui, on a choisi de construire cette mobilisation avec cet esprit-là, unitaire, large, de riposte. Et il y avait un des éléments également qui était de dire on s'engage à travailler ensemble sur la durée, parce qu'évidemment la manifestation du 12, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, n'était pas simplement une mobilisation d'un seul jour, c'est organiser sur l'avenir un cadre collectif de travail commun sur les idées d'extrême droite. Moi je veux m'arrêter sur 2 choses. Effectivement, sur l'anticapitalisme et sur la lutte contre l'extrême droite, qui sont 2 événements liés. On voit partout dans les pays européens où l'extrême droite se développe, la bourgeoisie s'allie avec les réactionnaires, les fascistes et les néo-nazis pour préserver ses intérêts de classe. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et nous avons des groupuscules, et je vois qu'il y a des camarades de la jeune garde qui sont là et qui sont sur le terrain, qui mènent un combat formidable, puisque ça essaime partout en Europe. Et Génération Identitaire s'est construit en miroir à un mouvement qui s'appelle Casa Pound, qui a émergé en Italie sur les ruines des idées de Mussolini. Donc on voit qu'on a un combat aussi européen, internationaliste, à mener sur les questions antifascistes, antiracistes. Et le deuxième élément, c'est la question, mais là peut-être que Taha y reviendra après, il est plus spécialiste, sur la question des médias. On a aujourd'hui une véritable problématique, puisqu'on a des médias qui s'organisent pour donner la parole à des idéologues d'extrême droite, à des chroniqueurs qu'on nous présente comme des chroniqueurs politiques. Mais quand vous allez regarder derrière, c'est Valeurs Actuelles, c'est Boulevard Voltaire, c'est Causeur qui est financé par des grands argentiers de l'extrême droite. Et on a aujourd'hui quelque chose de symptomatique, c'est le projet politique qui est porté par Vincent Bolloré. Parce que moi j'assume de dire qu'aujourd'hui, cet homme-là, il a un projet politique. Il a racheté iTélé il y a 5 ans pour en faire CNews, qui est devenu le Fox News à la française, où on regardait les États-Unis de loin en disant mais ça nous arrivera jamais, on se moquait de ce média-là. Aujourd'hui, on a quand même Éric Zemmour, ça a été dit, qui est un multi-récidiviste, condamné pour des incitations à la haine
envers les musulmans, envers la religion musulmane, et tous les jours on lui laisse la parole, et ça ne choque personne. Et le pendant de ça, c'est européen, où on a eu une rentrée politique qui est quand même placée sous un signe qui doit toutes et tous nous inquiéter, puisque Bolloré a mis la main dessus. Et la première chronique politique le matin, c'était un débat entre Judith Vintraud, qui est au Figaro, mais qu'on peut qualifier de droite extrême, et Charles Dornelas de Valeurs Actuelles. Donc on a aujourd'hui affaire en face de nous une sphère médiatique qui est aux ordres du pouvoir libéral et économique et qui s'allie avec l'extrême droite pour préserver ses intérêts, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut soutenir des initiatives comme celle du média qui veut lancer aujourd'hui un nouveau mode avec des matinales pour donner un espace de discussion au camp progressiste. On a besoin de ça. On a besoin d'espaces médiatiques où on ne va pas à la télé pour se défendre, de tenir 2 réunions non mixtes par an, mais où on parle des vrais sujets, de la justice sociale, des services publics, de la transition écologique, de quelle perspective on propose, et qu'on sorte de l'enfermement idéologique, parce que je ne crois pas que la majorité des citoyens de ce pays, elle soit profondément raciste, ou elle soit intéressée par l'immigration, ou elle soit omnubilée par ce sentiment-là. Elle est intéressée par d'autres sujets. Eric est parlementaire, mais quand vous discutez avec des gens que vous allez faire du porte-à-porte, est-ce qu'on vous parle tout le temps de ça? Ou est-ce qu'on vous parle du fait que j'ai pas de logement, que j'ai pas de boulot, que j'ai pas de salaire, qu'il y a des inégalités qui explosent? Donc tout ça, c'est un véritable enjeu et c'est une bataille idéologique, une reconstruction de notre projet politique et de comment on porte une aspiration et des horizons émancipateurs pour des millions de gens qui sont en attente d'un vrai projet politique, qui place au cœur de ses priorités ces questions-là et qui assume d'être antiraciste. Et il y a eu un moment quand même, et je termine là-dessus, la manifestation des policiers, ça a été évoqué tout à l'heure, mais ça a été un véritable moment de cassure, mais aussi un moment de clarification. Parce que là, on a vu sur ce moment-là, les organisations politiques, les organisations syndicales et les organisations associatives qui tenaient le cap dans un moment où le sens du vent allait à soutenir ces gens-là, et où nous, on a dit, malgré la médiatisation et tout ce qui nous est tombé dessus, parce qu'on a été qualifié de tout quand même, d'être anti-flic, de vouloir tuer les policiers, on a tout entendu. Alors que nous, on a des vraies propositions pour la police. Et je partage ce qu'avait dit Eric la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il faut une dissolution totale de la police et une refonte totale de cette organisation-là pour redéfinir ses missions. Mais ça a eu une clarification, parce que quand on a fait l'appel du 12 juin, les organisations politiques qui avaient accepté d'aller manifester devant l'Assemblée nationale pour faire pression sur la justice, avec des syndicats d'extrême droite, n'ont pas signé l'appel du 12 juin. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une clarté, et il y a une césure et une fracture qui posent des cadres très clairs. Et moi je le dis aujourd'hui de façon tout à fait assumée, on n'a pas de projet politique à construire avec ces gens-là qui manifestent avec des syndicats d'extrême droite, qui posent comme slogan « le problème de la police c'est la justice ». Il faut assumer une radicalité, une clarté, pas une radicalité pour se faire plaisir. Et je termine là-dessus, parce qu'on est aussi réunis aujourd'hui pour savoir quelle perspective et comment on répond à ce qui se passe dans la rue avec la contestation populaire contre le pass sanitaire, avec tout ce qu'on peut connaître dans les mobilisations. Mais je crois que le véritable enjeu, c'est aujourd'hui de reprendre la rue, de reprendre corps avec ces gens, avec des millions de gens qui ne sont pas des fachos, qui ne sont pas des antisémites, qui a une perte de repères. Parce qu'on est quand même sous un quinquennat, il faut mesurer qu'on a un président de la République qui a réhabilité à la fois Maurras et à la fois Pétain. Ce qui est quand même inédit dans l'histoire de notre pays, dans la Ve République. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est le sens des réunions qu'on a initiées la semaine dernière, le sens du débat d'aujourd'hui. C'est comment on trace des perspectives et comment on offre un cadre de mobilisation unitaire, clair et radical pour porter un autre projet de société au pouvoir. Merci. Bien, on va passer au débat. On a en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 2 tranches de 1/4 d'heure. Au bout d'1/4 d'heure, on fera une première série de réponses en s'astreignant à ne pas dépasser 2 minutes. On pourra refaire 1/4 d'heure et après, on aura les conclusions. Je vous invite 2 règles. On alterne de manière paritaire. C'est-à-dire que tant qu'une femme n'intervient pas, un autre homme n'intervient pas. Donc ça, c'est une règle qu'on se donne. La deuxième, c'est vous n'excédez pas 2 minutes dans vos interventions pour laisser le maximum d'interventions, sauf la première qui sera celle de Raphaël, j'ai dit tout à l'heure, de la Jeune Garde qui est là. Et c'est David Guiraud qui va vous passer la parole avec le micro. Voilà. Voilà, après Raphaël, qui veut intervenir? Donc vous avez compris que ça sera une femme. Ben voilà. Ça va être 1, 2. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, merci à la France Insoumise pour l'invitation. Donc on a un stand de la Jeune Garde juste ici, là derrière. N'hésitez pas à venir nous parler, échanger sur ces questions. Alors je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Thomas Porte et toutes les interventions qui ont été faites précédemment. On revient beaucoup sur la question des idées, de l'apparition dans les médias. C'est une réalité, il y a un réel combat à mener sur ce point de vue-là. Mais il faut rappeler que ça a une réalité concrète sur nos vies, sur notre camp social, sur la façon dont on s'organise.
Vous avez dû toutes et tous voir une vidéo qui vous a choqué. C'est celle du youtubeur Papacito qui brandit une arme, qui tire sur un militant de la France Insoumise. Alors heureusement pour l'instant, ce n'est simplement qu'un mannequin, mais ils en rêvent de tirer sur nous. Et il y en a qui s'arment, et il y en a qui s'entraînent à ça. Il faut toujours le garder en tête. Et là, ce qu'ils sont en train de préparer, quelque part, c'est ça dans leurs apparitions. Et là où ils sont forts, d'ailleurs, l'extrême droite, c'est que, vous savez, ils essaieraient de nous faire croire qu'entre eux, ils se dissocient. C'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté les militants les plus radicaux, justement ceux qui s'entraîneraient à cette guerre civile, et de l'autre côté, des gens un peu plus présentables, comme Marine Le Pen. Bah non, faut casser ce truc-là, c'est faux. Ces gens-là, ils parlent entre eux, ils construisent ensemble, ils font bloc ensemble. Alors nous, de notre côté, toutes et tous, ça doit être de construire ce bloc ensemble. Va falloir serrer les coudes. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs on a répondu à la date du 12 juin, qui pour nous était un véritable vent d'espoir, parce que c'est ce qu'on essaie de construire maintenant depuis 3 ans à Lyon. Et enfin, il y a cette dynamique au niveau national, tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Et il va falloir continuer, comme l'a dit Thomas Porte. Il y avait cette date du 12 juin, mais c'est qu'un début. Et effectivement, il y a des gens, voilà, on le voit bien, on commence une course face à l'extrême droite. Il y a des gens qui commencent déjà à s'essouffler, comme un certain Fabien Roussel. Mais bah voilà, on le sait, bah, on n'est plus beaucoup, mais il va falloir qu'on serre les coudes et qu'on continue, parce qu'on n'a plus le choix, il va falloir qu'on le fasse ensemble, camarades. Et alors juste, du coup, je viens de Lyon, donc inutile de vous faire un listening du nombre d'agressions et de violences de l'extrême droite, sinon on est là encore jusqu'à 19 h, je pense. Une petite anecdote, c'est lorsque j'ai commencé à militer, à aller dans la rue avec des organisations politiques, syndicales, associatives, c'était en 2016, lors de la loi travail, bah on m'a appris à enlever mes autocollants de gauche. On m'a appris à cacher nos drapeaux. On m'a appris, lorsqu'on quitte la manifestation, à repartir groupés jusqu'à une station de métro. Parce que tout simplement, l'extrême droite, ils nous ont imposé un rapport de force qui nous a contraints, même dans des moments où on est censé exprimer notre colère, exprimer tout ce qu'on a à dire sur la politique, et ben, y a des gens qui nous en empêchent. Alors imaginez un seul instant ce que serait que ces gens au pouvoir. Mais face à ça, faut pas perdre espoir, Il y a une solution. Parce que si nous, c'est vrai que la gauche, on a un peu ce syndrome de l'Alzheimer, on oublie un peu nos pratiques qui ont marqué le mouvement ouvrier au niveau historique, qui ont marqué notre camp social, bah eux, ils n'oublient pas. Ils n'oublient pas que dans leur ADN, il y a la question de la violence. Leur mot d'ordre, c'est la brutalité. Et bah face à ça, nous, c'est la solidarité. C'est tout simplement la question de la résistance, la question de l'autodéfense. Ça veut dire protéger nos manifestations, protéger nos quartiers, protéger nos lieux de vie, protéger nos lieux d'études, nos lieux de travail. Et ça passe par s'organiser. Donc, juste pour finir sur une petite note positive, c'est que nous, à Lyon, voilà, on mène un combat maintenant depuis, comme je disais, un peu plus de 3 ans. On a réussi à fermer des locaux fascistes. Il en reste encore 2, ceux de l'organisation dissoute qui est Génération Identitaire. Mais tout ça pour dire qu'on a senti qu'il y avait un rapport de force qui s'inversait. Comme je vous disais, en 2016, il y avait tout le temps des militants d'extrême droite qui venaient traîner autour des manifestations, agresser, provoquer toutes les manifestations. Et là, maintenant, c'est de plus en plus rare. Alors certes, les attaques continuent, elles sont d'autant plus violentes, etc. N'empêche qu'on a réussi à inverser un rapport de force. Tout ça pour vous dire que c'est possible, si on se prend en main, qu'on s'organise, qu'on y aille ensemble et qu'on prenne surtout en main cette question de l'autodéfense qui sera de fait nécessaire pour notre survie, camarades. Merci à toutes et tous. C'est la vague. Oui, bonjour à tous. Vous dire d'abord, je suis en train de passer un assez mauvais moment parce que je deviens de plus en plus inquiète. Pour la raison suivante. J'espère que nous n'aurons pas un jour à décider de qui doit avoir la parole ou ne pas avoir la parole dans ce pays. Très franchement, je suis pour que tous les gens qui ont envie de dire quelque chose puissent le dire sans censure, y compris ceux qui n'appartiennent pas à mon courant de pensée, y compris ceux que je déteste, y compris ceux contre lesquels il faudra que je m'organise, peut-être avec le jeune homme qui vient de parler, pour me défendre physiquement. Je ne veux pas vivre dans un monde où un certain nombre de membres d'une élite éclairée
pourront décider qui a le droit à la parole ou pas à la parole. Et si je me retourne et que je regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, bien sûr de mon pays, mais de tous les pays, lorsque le peuple se met en marche, tout le monde parle. Tout le monde parle et c'est comme ça, s'il y a des forces suffisamment organisées et intelligentes et bien intégrées et à droite et qui ont de l'expérience, que nous allons vers le progrès humain. Ce n'est pas en édictant qui a le droit de parler à tel moment ou à ne pas parler. L'extrême droite fait des progrès, on les entend de plus en plus, la belle affaire. Ça fait bien longtemps qu'il y a eu des périodes historiques où l'extrême droite a progressé. C'est à nous de nous organiser et à nous d'être meilleurs que tous. Je suis très inquiète et si je suis venue ici, là, c'est parce que j'espère que vous m'apporterez, que vous m'aiderez à résoudre un problème un peu lourd que j'ai. Moi, j'ai entrepris d'essayer de convaincre tout le monde autour de moi de voter pour Mélenchon parce que c'est lui qui est le candidat de la France Insoumise et que la France Insoumise a un programme qui me convient. Bon. Il y en a un certain nombre où ça me paraît gagné et il y en a d'autres où c'est un petit peu plus difficile. J'habite un village de 700 habitants où il y a tout le monde et mon problème, c'est le jeune qui ne va pas aller voter ou le très vieux d'ailleurs, qui ne va pas aller voter non plus parce que de toute façon, c'est tous des pourris. Et moi, j'ai tendance à penser que le discours sont tous des pourris, ça vient plutôt de l'extrême droite. Et c'est donc une idée d'extrême droite qu'il me faut combattre. Je viens d'un village où on m'explique, hier, on m'a expliqué que le problème avec la Covid, c'était les étrangers. Bon, alors, j'essaye d'avoir des arguments très rationnels, des chiffres, de me documenter. Je m'aperçois que ce n'est pas tout à fait suffisant, parce que ce n'est pas rationnel. Cela. Et donc j'aimerais vous entendre parce que je suis sûre que vous allez pouvoir m'aider à dépasser ça et aller chercher une voix après une voix après une voix pour qu'on en finisse avec l'extrême droite. Je te prie de m'excuser. Merci. Là, le deuxième rang. Alors, moi, je voudrais vous parler du RN, puisqu'il y a aussi une montée d'extrême droite qu'on voit à travers les médias, c'est-à-dire que quand Mélenchon tient des propos qui sont complètement minimes, on en entend parler pendant plusieurs semaines dans les médias, alors que je tiens aussi à rappeler que le RN, c'est un parti déjà qui a été fondé par des Waffen-SS, et puis avec des candidats tels que Alexandre Gabriac, je me rappelle plus tous des noms, en tout cas plein de skinheads néo-nazis avec qui Le Pen se prend en photo. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? La question. Ah. Est-ce que tu avais une question ? Donc, par rapport à la question, c'est est-ce que la lutte violente, elle est efficace contre cette extrême droite ? Voilà tout. Allez, une femme pour intervenir. Tu veux intervenir ? Non ? Il y avait quelqu'un là-bas. Regarde, avec un pull rouge. Oui, bonjour. Moi, je suis enseignante-chercheuse et je voulais témoigner de la création de ce qu'ils ont appelé l'Observatoire du décolonialisme, c'est-à-dire de l'attaque au sein des universités, mais du côté des universitaires, plutôt en sciences sociales, de l'attaque donc contre, alors au départ, l'accusation d'islamo-gauchisme. Donc, je parle pardon. Et donc, ils ont commencé par, avant de se constituer en observatoire du décolonialisme, ils ont commencé par soutenir Blanquer dans une tribune. Alors, ils ne sont pas très, très nombreux, hein, mais ils sont, je pense, assez efficaces. Donc, leur projet, avec la création de l'Observatoire du décolonialisme, c'est en gros de guetter, de surveiller, d'avoir un travail de surveillance sur les travaux de leurs collègues en sciences sociales, donc, et puis aussi sur la question de l'écriture inclusive. Bon, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça dans le même panier, mais bon, voilà. Donc les gens qui seraient supposés
pratiquer l'écriture inclusive ou la prôner serait du côté des mauvais. Et donc, ils se proposent de surveiller donc, la pratique de leurs collègues, mais ça peut aller donc, jusqu'à la censure de... potentiellement la censure de publication ou les problèmes sur les recrutements des enseignants-chercheurs. Enfin, pour l'instant, à ma connaissance, ça n'en est pas là. Alors, je ne peux pas dire qu'ils sont tous d'extrême droite, mais il y en a qui écrivent dans Causeur, qui citent leurs actuels. Et la création de l'Observatoire du décolonialisme a été annoncée dans Le Point avec des soutiens de valeurs actuelles, etc. Donc c'est quand même droite, extrême droite, voilà. Donc c'est aussi là, mais du côté des idées, donc une inquiétude à avoir. Merci. Le monsieur à casquette, là, qui a levé la main parmi les premiers. Où ça ? Là, derrière toi. Je voudrais juste te dire, moi j'ai entendu parler au début de l'intervention du cortège de têtes. Et moi je veux parler du respect des modalités d'action de chacun. Et je pense qu'au sein de notre classe, il y a en ce moment une fracture entre des gens qui font peur par leur radicalité, mais qui font partie de qui ont le même combat que nous, qui ont des modalités d'action plus radicales, qui peuvent effrayer, qui peuvent freiner des gens pour rejoindre nos cortèges. Mais je pense que ces gens-là, on ne peut pas s'en couper. Et face à la radicalité du racisme décomplexé et face à la radicalité de la répression des chiens de garde du capitalisme, je pense pas qu'on puisse se permettre d'avoir des divisions internes et qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Et c'est quelque chose qui me fait peur en ce moment. Et moi, je veux parler aussi deux notions très vite qui me font peur. C'est la notion de relocalisation et la définition de ce que j'entends souvent dans les partis politiques, du souverainisme économique. Pour moi, ça me fait peur et ça flirte avec la zone sombre parce que c'est diviser le camp des travailleurs et c'est dresser les travailleurs contre les autres travailleurs, de dire ou d'insinuer que des travailleurs à l'autre bout du monde piquent le travail des Français. Et on n'est pas loin des fois d'arguments un peu populistes qui me font vraiment peur. Ok, merci. Là, il y avait une prise de parole de la dame avec son chapeau. Je suis obligé d'utiliser des... Oui, c'est pas grave. Moi, je voulais parler d'une affaire très triste. C'est l'affaire de Perpignan qui est passée au Front National. Excusez-moi, je l'appelle toujours le Front National, pas l'autre. Le Front National a pu passer, ce que je n'aurais jamais cru, a pu passer parce que la droite a fait alliance avec lui. C'est-à-dire qu'il y avait deux droites, la droite de Macron et la droite LR. Et comme ils ne se sont pas entendus depuis très longtemps, avant ils étaient ensemble, après ils n'ont plus été ensemble. Donc ils sont allés avec le Front National et le Front National a été élu avec 23% des inscrits. Et le deuxième de droite, il faisait 21%. La gauche, bon, je n'en parlerai même pas parce qu'elle est complètement émiettée, on n'a vraiment pas fait le poids. Et je ne sais pas... pour l'instant, je ne peux pas dire ce qu'il fait parce qu'on ne le voit presque pas. Si, il crée des postes de police dans les quartiers. Voilà. Et comme il y a dans mon quartier, il y avait un problème de drogue, il devait tout arranger, il devait tout casser. Puis finalement, bon, je crois que rien n'a changé. Mais je ne veux plus entendre parler, enfin je ne sais pas, mais moi je ne l'ai jamais fait, hein, mais moi je ne veux plus entendre parler du vote Macron pour empêcher le Front National de passer. Parce que à Perpignan, Macron a fait élire le Front National. Donc fini. Tiens, le jeune homme là qui... Bonjour à tous, Massinissa. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions respectives. Ma question va être très simple. On le sait, on le voit au quotidien, à quel point les réseaux sociaux jouent une place prépondérante dans la propagande d'extrême droite. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, comment on analyse ça, parce que c'est un terrain que je pense qu'on est en train de perdre. Sérieusement, ils utilisent le réseau mieux que nous à travers des raids, des vagues d'harcèlement qui sont peut-être inhérentes au format de qu'est Twitter, etc. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça ?
C'était ma seule question. Là. Oui, moi je voulais évoquer bien sûr à partir de ce que vous avez dit la nécessité de s'organiser concrètement pour porter un rapport de force par rapport à cette montée de toutes les formes de ce que moi j'appelle presque ce fascisme, parce qu'il prend des formes différentes, mais il arrive à cela. En tous les cas, l'instrumentalisation par le système de ces gens-là. Il y a bien sûr cette organisation pratique de rapport de force, c'est le travail admirable que font les jeunes qui ont témoigné tout à l'heure et tout, mais dans les rencontres que nous faisons avec la population, on se rend compte que bien sûr ce racisme latent favorise les choses, mais qu'il y a aussi une incompréhension très claire du point de vue des propositions économiques et politiques du RN ou même des franges de LR qui frayent avec le RN, une incompréhension totale et une méconnaissance totale des contenus qu'ils sont portés. Et donc cela crée, même si les gens ne sont pas totalement en adhésion avec les thèses les plus horribles de ces gens-là, un entraînement qui fait que, déçus de ce qu'ils vivent, de leurs conditions de vie, déçus des différentes expériences politiques qu'ils ont faites, ils se laissent entraîner et glisser. Et moi, ça me semble être un des gros problèmes qui ne suffira pas, à mon avis, que le seul rapport des forces de nombre dans des manifs ne peut pas régler. C'est donc dans le sujet du débat qui est posé après, comment nous organiser, moi je pense qu'il nous faudrait travailler très concrètement, bien sûr à porter nos propositions, nos explications, mais aussi à démonter leurs propositions, les illusions, le double langage qu'ils portent et qui entraînent des gens par ignorance souvent ou par idées toutes faites au travers de rumeurs basées sur les oppositions avec les étrangers, les immigrés ou ainsi de suite. Hein, voilà. Ils sont les instruments du système capitaliste et moi je crois que il me semble qu'en plus du rapport de force dans la rue, il y a ça à porter concrètement. Une dernière intervention avant nos réactions. Le monsieur qui est avec un survêtement noir, là. Bonjour à tous. Du coup, je voulais dire comme quoi que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire par rapport au racisme blanc. Il existe malheureusement, et c'est ce qui arrive aussi à inciter des gens à voter extrême droite, malheureusement. Deuxièmement, le fil de l'actualité, que ce soit l'extrême droite identitaire ou salafiste, mis en avant par l'actualité. Malheureusement, on est obligé de faire avec. Et une chose aussi, un point fort pour moi de l'extrême droite, dont je n'ai pas toujours la réponse, c'est celle de l'immigration, qui est de dire que l'extrême droite, eux, disent comme quoi qu'on ne peut pas accueillir les gens parce que déjà, on n'arrive pas à trouver de l'emploi pour les gens qui sont au chômage. Donc il va falloir, je sais que vous avez déjà répondu en partie, je sors du séminaire qui était dans l'amphithéâtre par rapport au nombre d'emplois que vous avez créés, que vous voudrez créer. Est-ce que cela sera suffisant pour convaincre les gens? J'en suis pas sûr. Bien, on va faire une première série de réponses. On va essayer de peut-être pas répondre forcément à toutes les questions de plus de 2 minutes. Moi, je vais répondre pour le coup, on va reprendre le même ordre. Je vais répondre à cette question du racisme anti-blanc. Et ça permet un peu de préciser les choses. Pourquoi il n'y a pas de racisme anti-blanc? Il peut y avoir une xénophobie, qui est la peur de l'autre, et qui, pour le coup, j'allais dire, peut être globalisé. Il peut y avoir des gens qui, par xénophobie, ont une réaction xénophobe de peur et de haine de l'autre vis-à-vis également des questions blanches. Mais penser qu'il y a racisme anti-blanc, c'est ne pas comprendre le racisme. Le racisme, c'est pas une xénophobie. Taha l'a dit tout à l'heure, le racisme, c'est un produit d'une histoire. Le racisme, c'est le fait qu'à un moment donné, pour permettre de réduire en esclavage des millions de personnes, puis
de réduire en colonisation des millions de personnes, on a inventé une hiérarchie des races. Et qu'à partir de là, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour déterminer que des gens pouvaient être exploités au nom de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Il n'y a pas structurellement dans le monde un seul État qui se construit sur justement une définition qui serait celle d'un racisme anti-blanc. Donc il faut... Je crois que pourquoi c'est important de le dire, parce que c'est pas juste une question morale, c'est pas juste une question de vocabulaire, c'est une question de s'attaquer aux racines du problème, au fond du problème. Le racisme est né, tout à l'heure ça a été dit, avec le développement du capitalisme. Le racisme est né avec le fait que pour pouvoir, quelque part, théoriser sur l'exploitation la plus innée de l'homme par l'homme, eh bien, on a théorisé la hiérarchie des races. C'est pour ça que le racisme naît au XIXe siècle par cette définition et par cette définition de la hiérarchie des races. Et je crois que c'est important de le comprendre entre nous pour justement être capable à un moment donné de savoir quelle réponse nous donnons. La deuxième chose que je voulais dire, et qui est extrêmement importante, et c'est bon, ça n'a pas été dit dans le débat, donc je le mets moi-même dans le débat aujourd'hui, c'est qu'il y a une attaque de plus en plus frontale sur le champ des libertés par Emmanuel Macron, et ce n'est pas un hasard si cette attaque sur le champ des libertés se double d'exacerbation du libéralisme, c'est-à-dire de l'addition des intérêts particuliers dans une espèce de jungle qui, soi-disant, apporterait un bonheur humain, etc. Et qui est contraire, quelque part, à la question des libertés publiques, qui s'adosse, lui, sur le fait que nous sommes des êtres sociaux dont les libertés ne sont limitées que par les lois que nous donnons. Macron, depuis quelque temps, explique que les libertés sont limitées par les devoirs, par nos devoirs, et que quelque part les devoirs seraient prédominants par rapport aux droits. C'est une vision profondément réactionnaire de la question des libertés. C'est exactement ce qu'il fait depuis 5 ans. Et là, je mets le sujet, ça n'a pas été dit, c'est curieux parce que c'est venu rapidement dans le débat qu'on a eu à Nantes, mais ça n'avait pas été dit. Je crois que c'est aussi ça qui est derrière le fondement de sa politique sanitaire actuelle. C'est-à-dire que toute épidémie est dangereuse par ses conséquences évidemment sanitaires dans l'histoire, mais on sait en général qu'une épidémie est aussi dangereuse par les conséquences qu'elle engendre dans la manière dont la société réagit par rapport à l'épidémie. Le confinement, par exemple, c'est une façon très moyenâgeuse de discriminer des gens, de les écarter, de faire en sorte qu'on se mure dans, chacun pour soi. Bon, c'est pour ça que pour notre part, on avait proposé de manière forte des alternatives au confinement. La question du pass sanitaire, c'est la même chose. C'est pour ça que nous, on pose la question du pass sanitaire comme un danger par rapport à la question de liberté fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas et qu'on nie l'épidémie. Ça ne veut même pas dire que nous nions l'utilité du vaccin à partir du moment où on pense que ce n'était pas la seule solution, par rapport à la question. Mais la question du pass sanitaire, c'est de la même manière qu'il y a une attaque sur les libertés au niveau de la loi sécurité globale, il y a une attaque sur les libertés au niveau de la répression du mouvement social des Gilets jaunes qui a eu lieu, il y a une attaque sur les libertés et de division du peuple au moment de la loi séparatiste. La question du pass sanitaire emprunte les mêmes marques de ce pouvoir, c'est-à-dire il divise les Français entre vaccinés et non vaccinés, il divise les Français entre ceux qui acceptent de montrer un pass ou pas, il discrimine, il produit une société qui est extrêmement dangereuse et qui est aussi la marque du macronisme. Et c'est pour ça, à mon avis, que l'appel que nous avons fait pour le 12 juin, nous devons réfléchir rapidement à pouvoir faire un appel qui à la fois répond sur la question sociale, continue à répondre sur la question de l'extrême droitisation, mais ne laisse pas à l'extrême droite être la seule organisation appelant à des manifestations actuelles par rapport au pass sanitaire. Je crois aussi que ça doit être, et c'est pour ça que du côté de France Insoumise, on espère qu'il va y avoir dès le mois de septembre un appel pour une initiative forte qui englobe la question du pass sanitaire et qui le fait au nom d'une vision progressiste des choses. Je vous rappelle qu'il y a eu une tribune avec pétition qui a réuni pas mal d'entre nous là-dessus. Moi, ce que nous souhaitons, c'est que ça rebondisse et que dès septembre, on se fasse entendre de ce point de vue-là. Je voudrais d'abord agir sur la question des universités, parce que moi-même, je suis enseignante-chercheuse et donc je l'ai... Vous entendez pas, c'est ça? Non, c'est bon. Je pense que cette attaque sur l'islamo-gauchisme, mais on a aussi le sketch sur la blanchité alimentaire, enfin bon, il y a eu plusieurs attaques en fait, successives. C'est pas seulement pour alimenter les débats nauséabonds sur tout ça,
mais c'est aussi parce que c'est une composante essentielle des régimes liberticides que de contraindre la pensée des universitaires. Je veux dire que ce soit en Hongrie ou au Brésil, quand moi je discute avec mes collègues du Brésil ou de Hongrie, c'est vraiment c'est essentiel cet étouffement cette restriction de la pensée des universitaires. Et donc évidemment derrière, il y a un projet d'Emmanuel Macron qui est aussi de nous contraindre, de nous faire peur, que ce soit dans les organismes de recherche, dans les universités, etc. Et ça, c'est extrêmement grave aussi de ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est sur le lien finalement entre le lien entre anticapitalisme, ça a été dit, et lutte contre l'extrême droite. En fait, on en parlait un débat ce matin, je sais pas, certains devaient peut-être y être, avec Stefano Palombarini et Emmanuel Bompard, sur finalement l'alliance. Enfin, on n'est pas seulement face à un bloc bourgeois. Donc Emmanuel Macron, dans sa campagne, c'est vraiment l'alliance assumée au service des plus riches et des multinationales. Mais en fait, il y a eu un glissement au fur et à mesure, qui est une alliance avec la droite dure identitaire. Et, in fine, avec l'extrême droite. Donc c'est pas seulement un bloc bourgeois qui se constitue, c'est un bloc bourgeois identitaire. Et c'est comment, du coup, on répond de manière systémique à ça. Et là, du coup, je rebondis aussi sur ce que dit Taha. C'est-à-dire que je pense qu'il faut assumer aussi le fait qu'il y a un racisme systémique porté par des institutions. Et que ce racisme systémique sert un projet de casse sociale et écologique de plus en plus important. Et on le voit à travers la question des quartiers populaires. Si dans ces quartiers populaires, c'est ce que disait Stefano ce matin, si dans les quartiers populaires s'abattent les violences policières, la répression, le racisme, etc., c'est aussi pour créer des espaces de relégation et des gens qui sont corvéables à merci pour accepter des boulots de merde. Et donc il y a bien un lien évidemment entre l'oppression sociale et cette oppression au niveau raciste et de la police. Dernière chose sur... en fait, j'ai ma langue à fourcher, je voulais pas parler du cortège de tête, en fait, je voulais parler du carré de tête. Donc c'était une façon de dire qu'il fallait aussi qu'on renouvelle nos façons de mobiliser, de manifester, parce que ce carré de tête, en fait, quelque part, il cristallise dans nos manifestations les violences policières, les frustrations, enfin tout ce que vous voulez. Donc ce qu'on a fait dans la manif du 12 juin, c'est d'essayer d'éclater ça dès le départ. Et du coup, justement, je pense que le cortège de tête, en tout cas tel qu'on l'a connu, par exemple, dans le mouvement des retraites il y a 1 an et demi, il est très positif de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mouvement des retraites il y a 1 an et demi, on avait des cortèges de tête qui étaient vraiment extrêmement divers, faits de syndicalistes, de citoyens, de gens qui sont dans des partis, des syndicats, des associations, ou pas d'ailleurs. Et c'était extrêmement positif. Et donc, de ce point de vue-là, je trouve que le cortège de tête, il n'y a aucun problème, développons-les. C'est autre chose que de parler, j'en parlais, je ne sais plus quand d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est autre chose que ce qu'on a vu le 1er mai de soi-disant manifestants qui, en plus avec des propos sexistes ou homophobes, viennent frapper les militants, le SO de la CGT. Ça, c'est pas acceptable. Voilà. Et c'est autre chose aussi que, et ça avec Ta, on l'a vécu, pendant la manif contre la loi Sécu Global sur le camion de tête, on se fait quand même attaquer par des soi-disant manifestants aussi, violemment, et ça c'est pas acceptable non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut assumer qu'on a des manifestations et on décide de la façon dont on mène ces manifestations. Et oui, il faut évoluer dans les manières de les faire, etc. Mais on ne peut pas accepter qu'on vienne se faire violenter par des soi-disant manifestants. Et donc là, je pense qu'il faut être très clair là-dessus. Ce qui s'est passé avec la CGT, ce qui s'est passé contre la loi, dans les manifs contre la loi Sécu Global, on ne peut pas l'accepter et ce n'est pas notre camp social. Bon, du coup, je comptais répondre sur le racisme anti-blanc. Eric a très bien répondu. Évidemment, c'est ne pas comprendre ce qu'est le racisme. Et ça revient à l'approche dont je vous ai parlé, la première, l'approche morale du racisme qui ne considère pas ça comme un système de domination qui est ce qu'il est, qui est un système de domination politique, économique, sociale, et qui a des conséquences, pour le coup, très concrètes dans la vie des gens, de discrimination, d'accès au logement, à l'emploi, dans la représentation médiatique, dans la représentation dans les conseils d'administration, dans tout ce qui fait la vie en fait et qui structure la vie sociale des individus
et des collectifs, des groupes d'individus, là en l'occurrence des personnes qui sont issues des minorités. Alors évidemment, je crois que on a un peu fait le tour de la question, mais en termes de perspective aujourd'hui, la réalité c'est que il faut plus se cacher derrière nos petits doigts. En fait, il faut assumer la confrontation. Il faut ne plus passer de temps à se justifier, parce qu'on a perdu énormément de temps sur les plateaux de télévision, dans des dispositifs médiatiques piégeux, dans la presse, même y compris dans les débats qu'on peut avoir les uns avec les autres, à se justifier. Ah, t'es islamo-gauchiste. Ah bah non, je suis pas ça, je suis ça. À un moment donné, voilà, on n'a pas à avoir honte d'être pour l'égalité des droits. On n'a pas à avoir honte d'être antiraciste. On doit être fier de notre camp et on doit passer à l'offensive. Et passer à l'offensive, ça peut se faire de différentes manières. Évidemment, le camarade parlait des modalités d'action. Moi, je prends souvent l'exemple du mouvement des Gilets jaunes, parce que y a eu différentes manières de participer à ce mouvement et de contribuer à le faire évoluer. Et à le faire évoluer, et à mon sens, il a évolué vers la bonne direction. Les groupuscules d'extrême droite qui étaient au départ dans ce mouvement ont été chassés physiquement des manifestations, parce que je crois que c'est aussi une manière. On parlait d'autodéfense tout à l'heure. Moi je me souviens des groupes d'extrême droite qui ont attaqué le cortège du nouveau parti anticapitaliste pendant les manifestations des Gilets jaunes. Eh ben, il fallait les sortir, parce que c'était pas les policiers qui allaient venir nous défendre. Eh ben, évidemment, il fallait avoir des gens qui étaient formés et qui pouvaient physiquement sortir ces ennemis des manifestations. Et il y avait aussi les gens qui, dans les assemblées générales, prenaient le temps de parler, de discuter, de faire infuser nos idées dans ce mouvement. Moi je me souviens des premières assemblées générales de Gilets jaunes, où il y avait des Gilets jaunes qui nous disaient, qui voyaient pas, c'était pas méchant, mais ils voyaient pas par exemple la difficulté ou le problème qui est un militant du Front National dans l'assemblée générale. Et qui finalement à la fin du mouvement, moi je me souviens, il y en a qui sont retrouvés dans des manifestations antifascistes en hommage à Clément Méric. Donc il y a eu un chemin, et ce chemin-là il s'est fait par différentes manières, et en respectant les différentes modalités d'action. Évidemment, les unes ne doivent pas empiéter sur les autres. Aurélie l'a rappelé tout à l'heure, il y a des choses qui sont passées qui sont forcément pas acceptables. La ligne rouge, évidemment, c'est l'agression physique et verbale des militants entre eux. Mais évidemment, donc ça se fait de plusieurs manières. Et cette offensive-là, c'est aussi l'offensive médiatique. Thomas Porte le disait, il faut qu'on puisse construire nos propres espaces, il faut qu'on puisse contribuer à nos propres espaces et ne plus arriver sur ces plateaux de télévision où on a... Aurélie, tu connais bien ça, quand des économistes de gauche arrivent sur les plateaux de télévision, les plateaux de radio, ils ont deux animateurs de droite, un expert de droite, un autre machin, et qui passent leur temps à ne serait-ce que expliquer qu'ils sont crédibles, qu'ils sont sérieux, que c'est possible, etc., au lieu même d'avancer sur nos idées. Et je pense qu'évidemment, on doit pouvoir nous dérouler sur nos idées. Il y a des dernières unes de Libé, moi je trouve qu'elles sont formidables, parce qu'il y a eu la une là, récemment là, sur la semaine à 4 jours, c'est ça les sujets dont on doit parler. C'est la réduction du temps de travail, on doit avancer sur nos idées et arrêter de se justifier, parce que de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ils sont dans une mauvaise foi absolue. Il y a quand même Jean-Michel Blanquer qui expliquait qu'on était en quelque sorte les auteurs intellectuels de l'attentat contre Samuel Paty. Je veux dire, on est arrivé à un moment de... Il n'y a même plus à s'expliquer avec ces gens-là. Ces gens sont d'une mauvaise foi absolue. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera des islamo-gauchistes, des dangereux, violents, black bloc, tout ce que vous voulez. Bon, il n'y a plus à discuter avec ces gens-là. Il faut qu'on construise entre nous. Il faut qu'on discute entre nous. Et il faut qu'on avance, qu'on soit à l'offensive. Et je pense que c'est dans cette perspective-là que ces mouvements sociaux, parce que c'est des mouvements sociaux en réalité qui sont passés, comme le mouvement contre la loi sécurité globale, comme les mouvements contre les violences policières et contre le racisme, ont été posés. Et ça a fait avancer le débat. Ça a fait avancer nos idées, ça a fait avancer le vocabulaire. Et des sujets qui, avant, étaient impossibles à aborder. On ne pouvait pas avant dire, y compris dans certains milieux, etc., de gauche et tout, de gauche, des guillemets, mais de parler de racisme systémique dans la police.
Et qu'on s'entende, un racisme systémique, ça ne veut pas dire racisme systématique. Ça ne veut pas dire que tous les policiers sont racistes. Mais ça veut dire que la hiérarchie, les organes qui sont censés faire la police des polices, eh ben, ces gens-là, dès lors qu'il y a des violences racistes qui sont constatées ou pas d'ailleurs dans les manifestations, dans les mouvements sociaux, eh bien, il y a tout un tas de mécanismes qui vont venir se mettre en place pour couvrir les auteurs de ces violences, pour mettre au placard les lanceurs d'alerte, parce qu'il y a dans la police des gens qui ont dénoncé des choses inacceptables dans la police, et ces gens-là qui dénoncent, et ce sont eux qui se retrouvent avec des procès, avec des procédures disciplinaires, on leur enlève, ils perdent leur boulot parfois, etc. Donc c'est ça le racisme systémique, c'est qu'il y a un système qui se met en place pour venir défendre ce genre de pratiques et de violences qui sont inacceptables, évidemment. Donc je crois que voilà, c'est l'heure de l'offensive, c'est l'heure de la rupture. J'avais écouté ce discours de Jean-Luc Mélenchon là, il y a quelques semaines. Apparemment, cette campagne sera placée sous le symbole de la rupture, très bien. Il faut être en rupture avec ce système et il faut passer à l'attaque. C'est bien, bravo. Un porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas mal. Attends, mais t'as celui-là peut-être. Ah oui, je vais revenir juste sur certains éléments. Je pensais un peu approfondir sur la question des libertés, parce qu'effectivement on est revenu un peu dessus, mais on est beaucoup revenu sur l'extrême droitisation qu'on a vécue ces derniers temps, mais sauf que sur la question des libertés, je pense qu'il y a énormément de choses à dire aussi. Bon, moi, je parle pour ma chapelle, donc sur l'université, on parle simplement de la question de l'islamo-gauchisme en balançant ce mot comme si ce mot existait, mais il y a une vraie bataille des mots, c'est-à-dire que le mot islamo-gauchisme, il n'existe pas, et c'est pareil, à l'origine, il n'y a aucun chercheur qui a réellement fouillé la question de l'islamo-gauchisme et donné une définition à l'islamo-gauchisme. Et c'est important parce que, du coup, quand on a un gouvernement qui essaye de faire passer à l'Assemblée nationale des lois qui interdisent aux chercheurs de chercher sur des sujets qui ne correspondent pas aux valeurs de la République, qui sont donc islamo-gauchistes, et ben on est derrière aussi dans une bataille des mots, et une bataille des mots qui a un impact concret sur les recherches qui sont faites, et je rejoins totalement ce qu'a dit Aurélie tout à l'heure. Et la bataille des mots, c'est aussi dans l'utilisation du racisme anti-blanc. Je vais pas refaire la définition parce qu'effectivement c'était très bien fait, mais juste la première personne qui a posé la première pierre qui a été posée sur la question du racisme anti-blanc en France, c'est quand même Jean-Marie Le Pen dans les années 90 qui nous parlait de racisme anti-français. À l'origine, ça vient de là. Et aujourd'hui, on est 25 ans plus tard avec une banalisation de ce terme parce que il a été repris et déformé, etc., etc. Mais à l'origine, racisme anti-français, c'est 1995 et c'est Jean-Marie Le Pen. Et puis au fur et à mesure, ça a infusé. Et ça, c'est l'exemple même de l'extrême droitisation de notre société. Parce qu'aujourd'hui, on trouve ça normal d'utiliser le mot racisme quand on parle de discrimination, d'événements de vie qui ont pu être vécus par des personnes blanches, alors que ces personnes, heureusement pour elles, n'ont pas du tout les mêmes difficultés d'accès à l'emploi, etc. Je dis heureusement pour elles, ce qui ne veut pas dire qu'on doit maintenir le système. N'interprétez pas mes propos. Mais donc bon, sur ce sujet-là, je pense que c'est important. Ensuite, sur comment on fait, comment on agit. Sur les réseaux sociaux, c'est sûr que bien sûr, il y a une bataille qui se passe sur les réseaux sociaux. Et notamment, moi j'entends ce qui a été dit tout à l'heure, mais je suis désolée, je vais peut-être me dissocier un peu de certaines choses, mais... Si je prends notre exemple à nous, donc je suis revenue un peu, on a eu une polémique sur la question des réunions non mixtes, etc. Juste avant ça, il y avait une polémique sur ce qui s'était passé à Grenoble. On a en fait un collège qui a été fait sur Sciences Po Grenoble qui au départ était sur les agressions sexuelles. C'est quand même un collège qui dénonce des agressions sexuelles qui ont eu lieu à Sciences Po Grenoble. Donc bien sûr l'UNEF va relayer ce collège. Sauf que dans ce collège, il n'y avait pas uniquement ça, il y avait aussi des choses qui, notamment on dénonçait dans ce collège, était dénoncé le comportement de certains enseignants qui avaient viré de cours des étudiants parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Justement sur ces questions de racisme, etc. C'est quand même ça à l'origine de ce qui se passe. Donc on est dans une telle situation que des étudiants ne peuvent plus assister à certains de leurs cours parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leurs professeurs. C'est scandaleux. Ça n'a pas été le sujet des médias. Le sujet des médias, ça a été la photo qui a été relayée. Le nom des professeurs n'est pas flouté. Ça signifie que l'UNEF veut mettre une fatwa sur la tête des enseignants. C'est comme ça que la polémique s'est créée. Bon, nous on a largement dit que bien sûr il fallait flouter les images ont été retirées très rapidement, etc. Par contre le propos qui était quand même on avait quand même des enseignants dans cette histoire qui ont expliqué par mail à une enseignante, mais avec
des étudiants en copie, qu'ils préféraient le Christ et que c'était pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était fait. Et qui ont commencé à expliquer que donc l'islamophobie n'existait pas, etc. Et en se justifiant en disant moi je préfère encore le Christ. Enfin bref, c'était très très particulier pour des enseignants censés être neutres. Et ce qui se passe, c'est que cette polémique-là, d'abord elle est montée en épingle. Et on a, par exemple, sur Europe 1, Sonia Mabrouk qui décide tous les matins d'inviter un ministre et de lui demander, première question, est-ce qu'il faut dissoudre l'UNEF ? C'est la toute première question tous les matins sur la 3e matinale de France. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas ? Malheureusement, oui, on est obligé d'aller répondre et d'aller dire, parce qu'après, il y a plein de fausses vérités qui sont données, etc. On est obligé d'aller répondre. Et bon, alors après, il y a très certainement d'autres solutions et c'est justement ça qu'il faut construire. On n'est pas des experts de stratégie médiatique malheureusement et il y a des choses à construire là-dessus. Mais le problème, c'est que là, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement une mainmise de certains médias, enfin sur certains médias de la part de l'extrême droite que quand il n'y a personne pour répondre, on se retrouve avec des gens qui tournent en boucle sur des choses totalement fausses et qui expliquent que dissoudre un syndicat centenaire, c'est normal et qui posent ces questions légitimement aux autres. Et donc, ça, c'est pas normal. Donc forcément, derrière, il faut qu'on puisse apporter une autre réponse. Bon, là, il se retrouve que nous, on a décidé d'aller répondre sur le plateau. Ça s'est pas très bien passé. Ça a entraîné une vague de harcèlement. On avait vécu, on a payé les pots cassés. Mais par contre, derrière, aujourd'hui, quand je parle de réunion non mixte pour les personnes racisées, en fait, ça choque un peu moins. Il y a des gens qui se disent qu'effectivement, il faut libérer la parole, qu'il faut libérer la parole des femmes, qu'il faut libérer la parole des personnes LGBTI+, qu'il faut libérer la parole des personnes racisées pour qu'on puisse vivre dans une société où on est vraiment égalitaire. Et donc, ok, ça a été dur. Ça a été très, très dur. Mais par contre, en fait, la société a avancé. Et... je dis pas qu'il faut faire ça tout le temps, c'est pas notre stratégie, mais juste je pense que la bataille idéologique, elle se joue aussi malheureusement dans des médias qu'on n'affectionne pas forcément. Donc il y a des stratégies qui doivent être adaptées forcément en fonction des situations. Nous par exemple, on a décidé de boycotter CNews dès qu'ils ont embauché Zemmour, mais par contre, là on a décidé d'aller répondre et apporter notre contre-feu. Est-ce que c'était la bonne stratégie ? S'il y en a d'autres qui ont une recette magique, franchement, donnez-la moi pour la prochaine polémique, puisqu'on est abonné à ça, qu'on soit en capacité de répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qu'on peut faire tous ici, là, c'est soutenir toutes les personnes qui, à chaque fois, sont la cible d'une vendetta de la part de ceux qui sont au pouvoir, mais aussi de tous ceux d'extrême droite et même de droite qui s'organisent sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a eu l'UNEF, mais bon, Taha, ici présent, en a largement fait les frais, mais de nombreuses autres personnes en font les frais, et c'est le soutien aussi qui fait derrière qu'on renverse la vapeur et qu'on arrive à faire avancer le combat idéologique, qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc oui, il y a des gens qui s'organisent et qui mettent des médailles sous toutes les publications, c'est leur nouveau truc de cyberharcèlement pour ne pas être condamné. Et si derrière, il y a des gens qui s'organisent et qui viennent soutenir toutes les personnes qui reçoivent des médailles parce qu'elles se sont engagées pour les droits des personnes trans, pour les droits des personnes racisées, etc., derrière, on avancera un peu. Voilà, merci. Thomas Porte. À toi. Je vais rebondir juste pour ce que vient de dire Mélanie. Ce qui est très important, c'est que la responsabilité de notre camp politique, c'est quand un d'entre nous ou une d'entre nous est attaquée, on doit tous faire corps autour de lui. Et ça nous a fait défaut ces dernières semaines et ces derniers mois. Et c'est ça qui est absolument inacceptable et qui a aussi posé le débat de celles et ceux avec qui on pourra construire l'alternative. Parce que dans les moments difficiles où on est attaqué, il faut savoir mettre quelque part des fois nos querelles de côté, parce qu'on est dans le même camp, et savoir se serrer les coudes, ça nous a fait défaut. Donc je le dis ici, il faut que dans ces moments difficiles, on est dans le même camp, il faut qu'on porte le même combat et qu'on entoure celles et ceux qui sont victimes d'attaques. Ça, c'est très important. Et je vais répondre juste que ce que vous avez dit, madame, sur la question des médias. Il n'est pas question, ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour censurer ou créer un média unique ou pour donner la parole à une ou deux personnes. Simplement, quand on donne la parole à Éric Zemmour, qui a été condamné pour incitation à la haine à raison de la race, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Donc cette personne ne doit plus s'exprimer à la télé. Ça, c'est la réalité. Sur les perspectives, parce que on a évoqué la question des gilets jaunes et la question aujourd'hui des manifestations du pass sanitaire. Effectivement, on a une attaque fondamentale contre les libertés. C'est aussi pour ça que l'appel du 12 juin, il était sur l'extrême droitisation, mais sur la question centrale des libertés. Et on voit aujourd'hui, c'est ce que Naomi Klein appelle la théorie des chocs, c'est-à-dire qu'il y a une sidération ou quand une crise politique majeure et économique dans un pays, le peuple, il a quelquefois tendance à accepter l'inacceptable. Et le rôle qu'on a aujourd'hui en tant qu'organisation syndicale, politique, associative, c'est de porter un contre-projet, de montrer que non, tout ça n'est pas acceptable. Et on parle des libertés, mais il y a quelque chose qui marque, moi, avec le pass sanitaire, puisque je suis aussi syndicaliste à la CGT, c'est qu'on a un glissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la question de la santé des salariés au travail, qui ne regardaient que la médecine du travail,
Aujourd'hui, on est en train d'imposer que le salarié, ses maladies, elles soient soumises au regard du patron, alors qu'il y a un rapport de subordination qui ne place pas à égalité. Voilà ce qui est en train d'imposer aujourd'hui le pass sanitaire par exemple, et ça passe à bas bruit. Donc moi je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on construise des perspectives de mobilisation, qu'on ait une date très rapide à l'agenda pour avoir à la fois sur l'extrême droitisation, sur la question des libertés, et sur quelle réponse sanitaire on porte aujourd'hui à la crise. Parce que, Eric l'a dit, il faut le rappeler, on est favorable au vaccin comme un des moyens de lutter contre la pandémie. Mais il y a aussi les moyens dans les hôpitaux publics. Il y a la question des masques gratuits, il y a la question de la gratuité des tests qui ne va plus arriver dans quelques semaines. Comment on ne laisse pas ces mobilisations qui sont massives? Il faut quand même qu'on mesure. On le sait tous ici pour avoir participé à des mobilisations. L'été, normalement, on n'a personne dans les cortèges. Là, on a fait 100 000, 150 000, 200 000. Ce qui quand même montre une aspiration à se mobiliser. Alors effectivement, dans ces cortèges, il y a des choses qui sont absolument abominables, scandaleuses. On les a tous condamnées et on dira qu'on ne marchera jamais à côté des fachos, des antisémites et des racistes. Ça, c'est clair. Mais c'est comment on sort de ça pour donner à ces gens qui sont là, qui sont syndicalistes, qui sont citoyens, qui ne veulent pas du pass sanitaire, qui sont pour le vaccin, mais qui aspirent à une autre société, qui placent au cœur de ses priorités les libertés. Comment on construit avec tous ces gens-là une perspective d'émancipation, des horizons politiques, une radicalité. Donc notre responsabilité, je crois qu'il faut qu'on ait une date concrète à la rentrée de septembre pour avoir une mobilisation forte et unitaire pour donner à voir dans ce pays que le message qu'il y a dans la rue, c'est pas que des complotistes et que des antisémites, c'est non. C'est une population conscientisée, concernée, qui aspire à autre chose. Et comment on construit avec elle ces sujets-là? Et je termine une chose, parce qu'effectivement, on parle tout le temps d'extrême droite, et vous avez dit la question de la bataille des idées, sur la déraison, comment on discute avec ces gens-là. Il faut, et c'est un travail de longue haleine, et effectivement c'est difficile, mais ça passe évidemment par la déconstruction du discours, par montrer que les arguments ils sont pas vrais, et que ce qu'ils votent dans les parlements ou les assemblées, ils appliquent le contraire ou ils disent le contraire. Et il faut rappeler le contexte européen, je finis là-dessus, quand l'extrême droite elle arrive aux affaires, c'est Orban en Turquie, c'est 300 heures supplémentaires imposées aux salariés, payables 3 ans après. C'est 60 heures de travail par semaine en Autriche. C'est l'interdiction des piquets de grève en Italie quand Salvini est arrivé au pouvoir. Donc voilà ce qu'est l'extrême droite. Voilà son projet politique. Et aujourd'hui, il y a une convergence entre la Macronie, les intérêts de la bourgeoisie et du milieu financier, et la droite identitaire pour mettre à bas toute forme de contestation sociale. Et notre responsabilité, c'est de proposer une riposte. Bon, on a été un peu plus long, donc on doit rendre le micro à 17h10. Donc je crois on va pas. Je suis désolé pour ceux qui avaient levé la main, mais on va pas revenir dans les interventions. Je voudrais juste dire une chose en conclusion. Ici aussi, on est aux amphis de France Insoumise. Donc on sait aussi que, et c'est ce que nous portons, les questions de réponse par rapport à l'extrême droitisation, par rapport à cette espèce de dualité entre extrême libéralisme, extrême droite qui puise dans le même fond et finalement identitaire et autoritaire. Ça va aussi se passer en 2022 et avec la campagne, c'est clair. Je veux dire, on ne va pas le cacher, on ne va pas faire comme si ce n'était pas aussi le moment d'une réponse. Mais n'empêche ça ne doit pas être en aucune manière une condition à empêcher l'unité d'action dès septembre de tous ceux qui veulent se retrouver sur ces bases. Et c'est véritablement ce à quoi on aspire. L'appel du 12 juin, c'est un trésor. 120 organisations qui signent ensemble des appels à manifester, c'est véritablement quelque chose d'important. Nous, on trouve que c'est extrêmement positif que ça continue à exister. Je le rappelle, j'ai dit tout à l'heure, on a fait une tribune pétition fin juillet sur toutes ces questions. Ça a été dit aussi, on n'en fait pas mystère, il y a plusieurs discussions qui ont lieu déjà entre nous pour essayer de refixer une date très rapidement dans le paysage, que ce soit sur la question sociale, que ce soit sur les questions d'empêcher la division. Mais nous revendiquons aussi d'être le camp de la liberté. Voilà, je crois que c'est important à dire. Peut-être qu'il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé que face au libéralisme, la question des libertés soit à nouveau une aspiration finalement, tellement elles ont été attaquées. Mais nous revendiquons le camp de la liberté et c'est aussi ce qu'on était venu dire aujourd'hui. Merci.